Monsieur Hessel, qui contrôle le monde? Nous vivons dans un monde plus brutal, plus angoissé que celui que j'ai connu au cours de la période qui a succédé à la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons eu une période qu'on peut appeler les 30 glorieuses, c'est un peu excessif, elles n'étaient pas tellement glorieuses, mais elles étaient une période où on construisait, et on construisait avec un certain succès, des sociétés qui avaient été gravement démolies, affectées par l'affreuse période de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde dont nous essayons de comprendre quelles sont les forces déterminantes auxquelles il va falloir faire face pour surmonter les nouveaux défis. Les nouveaux défis, je peux les analyser assez facilement en 3 grands moments. Le premier défi, peut-être le plus important, c'est la dégradation de la planète, c'est tout ce qui entoure la notion d'écologie et d'environnement. C'est un défi majeur. Nous sentons que si nous ne nous rendons pas maîtres des moyens de consolider cette planète sur laquelle nous sommes amenés à poursuivre notre existence d'espèce humaine, nous risquons d'aller à des situations insurmontables. Le deuxième défi, tout aussi grave à mon sens, c'est l'écart croissant entre l'extrême richesse et l'extrême pauvreté. Là aussi, nous avons affaire à des forces en présence contre lesquelles il va falloir trouver les moyens d'agir. Enfin, nous sommes dans un monde dans lequel il y a encore beaucoup trop de violence militaire, de violence terroriste. Il faut aussi que nous arrivions à rendre ce monde moins violent, plus harmonieux, plus équilibré. Alors pour ça, il faut d'abord savoir qui sont nos adversaires. Est-ce que ce sont des États qui ne savent pas gouverner? Est-ce que ce sont des forces économiques rendues folles par le goût du profit? Est-ce que ce sont des religions, des communautés devenues violentes par une stimulation de haine les unes contre les autres? Il y a un peu de tout cela. Il ne faut pas se tromper d'ennemis. Si l'on se borne à attaquer les États, on va se rendre compte que les États ne sont pas les maîtres du jeu, que ce sont souvent les forces économiques. Les États voudraient bien, par exemple, lutter contre l'extrême pauvreté, mais ils n'y parviennent pas, même avec les institutions internationales précieuses qui ont surgi après la Deuxième Guerre mondiale. Je pense naturellement à l'Organisation des Nations Unies et à ces différentes institutions. Mais ces institutions qui sont gouvernées par des États ne sont pas toujours capables de surmonter les résistances des forces économiques et financières à l'œuvre et qui se sont entretenues les unes les autres de manière telle qu'elles dominent maintenant une bonne partie du fonctionnement de l'économie mondiale. Les États voudraient bien intervenir, mais n'ont pas toujours le moyen. Ils n'ont pas non plus le moyen de lutter efficacement contre la dégradation de l'environnement, parce que là aussi ce sont souvent les forces économiques et financières qui, pour l'amour du profit, utilisent à l'excès les ressources de la terre et la rendent de moins en moins viable. Enfin, les terroristes dont nous avons vu des effets et qui peuvent utiliser la religion dans le plus mauvais des sens, c'est-à-dire comme une religion de refus de l'autre, alors que les religions devraient être des moyens
de s'accepter mutuellement. Mais lorsque les religions se transforment en monothéisme violent à l'égard des autres monothéismes, cela peut susciter cette terreur, cette violence. Là aussi, il faut savoir la combattre. Quel est le moyen de combattre cette force-là? Nous retrouvons l'éducation. Dès le plus jeune âge, apprendre à chacun le respect de l'autre. Pas forcément l'amour de l'autre. L'amour ne se commande pas. On l'a ou on ne l'a pas. Mais le respect se commande. Et le respect s'impose par l'éducation. Donc, à mon sens, les forces qui sont à l'œuvre en ce moment ne peuvent être utilement mises en contestation utile que par la formation des jeunes générations à plus de respect de l'autre et à plus de souci de ce qu'il y a lieu d'obtenir pour que ces forces qui sont encore trop présentes ne soient pas celles qui décident de l'avenir de nos sociétés. Il n'est pas trop tard par rapport à ces puissances économiques qui semblent dominer tout. On dirait que les gouvernements travaillent pour les multinationales et non l'inverse. Il n'est jamais trop tard. L'humanité a déjà surmonté beaucoup d'autres problèmes. Elle aurait déjà pu disparaître dans beaucoup de circonstances, comme d'ailleurs sont disparus les dinosaures à un moment de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de la Terre. Nous vivons dans une histoire de la Terre, il suffit que nous empruntions les bons chemins, qui d'ailleurs nous ont été proposés par des penseurs. Il n'y a qu'à lire Edgar Morin, il n'y a qu'à lire Amartya Sen, il n'y a qu'à lire Joseph Stiglitz, pour savoir, et bien d'autres avant eux, et Emmanuel Kant, et Hölderlin, pour savoir qu'il y a toujours moyen de faire autre chose que ce qui conduit à l'échec. Nous sommes de plus en plus nombreux sur cette terre. On peut considérer ça comme un danger. Il y a des gens qui n'hésitent pas à dire on est trop nombreux et il n'y a pas assez de ressources. Moi, je dis le contraire. Nous avons 7 milliards de cerveaux humains qui n'ont pas encore utilisé toutes leurs ressources. Et ces cerveaux sont de plus en plus en contact les uns avec les autres grâce aux nouveaux moyens d'intercommunication. Nous sommes capables, plus sans doute qu'à d'autres périodes de l'histoire de l'humanité, de détecter les moyens les plus efficaces pour surmonter les défis qui sont devant nous.